Nous sommes au début de l'année 2007 et les éditions Kana publient le premier tome de Death Note en français. Étant donné le tabac qu'il a causé au Japon, le manga a l'air d'avoir de beaux jours devant lui. Mais en vérité, il y a une menace à l'horizon. En vérité, bien des maisons d'édition en France comme au Japon ont les yeux rivés sur la prochaine élection présidentielle qui oppose Ségolène Royal à Nicolas Sarkozy. C'est que Madame Royal a publié quelques années plus tôt un pamphlet intitulé « Le ras-le-bol des bébés zappeurs », qui est une charge contre les séries d'animation japonaises qu'elle accuse d'être violentes, médiocres, laides et de donner des idées mortifères à celles et ceux qui les consomment. Autrement dit, si Ségolène Royal en venait à être élue, le secteur des œuvres japonaises prendrait du plomb dans l'aile. Finalement, l'élection présidentielle est remportée par quelqu'un d'autre. Et à la fin de l'année 2007, Death Note est le deuxième manga le plus vendu en France, juste derrière Naruto. Les maisons d'édition peuvent respirer. Il faut dire que sur le papier, Death Note n'est pas le mieux placé pour désamorcer cette critique, parce qu'il nous emmêle dans l'histoire étrangement sombre d'un jeune lycéen qui a reçu le pouvoir de tuer et qui se met à ourdir un terrible projet politique. On raconte qu'au Japon, des professeurs ont déjà découvert que certains élèves avaient fabriqué des copies de ce carnet de la mort où l'on écrit les noms de ceux qui doivent mourir et qu'ils y ont lu leurs noms. Alors si vous aussi vous avez passé des heures à discuter de la morale de cette histoire, si vous soufflez très fort quand vous entendez les gens dire que les jeunes ne lisent plus alors que les jeunes dépensent tout leur passe culture dans les mangas, ou si simplement vous aimez les histoires qu'on ne peut plus lâcher tellement elles vous prennent aux tripes, venez faire un tour avec nous au pays du soleil levant pour parler de Death Note, de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata. Death Note est une série de mangas japonaises dessinée par Takeshi Obata sur un scénario de Tsugumi Ohba. Publiée chaque semaine dans le magazine Shonen Jump à partir de 2003, elle a ensuite été éditée en 12 volumes, ou tankobon en japonais. Death Note raconte l'histoire d'un lycéen, Light Yagami, qui trouve par hasard le cahier d'un Shinigami, un dieu de la mort. Ce cahier lui donne le pouvoir de tuer les personnes dont il écrit le nom. Light utilise le pouvoir du cahier pour tuer des criminels, et aussi pour échapper aux policiers qui sont à ses trousses, devenant lui-même un criminel recherché. Light Yagami est le personnage principal, accompagné par Ryuk, le dieu de la mort à qui appartenait le cahier. Elle est un détective chevronné et hors norme qui tente de démasquer Light. Il fait équipe avec Interpol, le FBI et la police locale, dirigée par Soichiro. Chacun des 108 chapitres se termine par un cliffhanger. Il existe plusieurs adaptations de Death Note, avec notamment une version animée qui a beaucoup participé à sa popularité en France. Sur la première case, un garçon regarde par la fenêtre, la tête posée dans sa main. C'est une scène d'école. Un lycéen s'ennuie dans une salle de classe. Le lecteur connaît bien la scène pour 2 raisons. D'abord, c'est la situation dans laquelle il se trouvait lui-même avant de tirer Death Note de son sac pour le lire en cachette, posé sur ses genoux. Ensuite, parce que c'est la situation de départ de nombreuses histoires. Un lycéen s'ennuie, il cherche sa place parmi ses camarades, il voudrait bien attirer l'attention de la fille populaire du lycée sans pour autant déployer trop d'efforts. À gauche du cadre, il y a un rectangle vertical où le texte japonais, écrit de haut en bas, a été effacé pour être remplacé par des mots en français, qui sont un peu à l'étroit dans ce cadre d'adoption. Il est écrit « Light Yagami, 17 ans ». Comme dans les 2 autres chefs-d'œuvre écrits par des hommes que nous avons abordés dans cette saison du Arte Book Club, nous avons affaire à un garçon assez beau, assez grand, en avance sur son âge et à l'aube d'une série d'événements qui va bousculer son existence. Deuxième case. Par la fenêtre, Light voit apparaître une grande étoile à 8 branches. Un simple point d'interrogation témoigne de sa surprise. Une étoile en plein jour? Et pourquoi pas des rois mages? Sous ses yeux, au beau milieu de la cour, se matérialise un cahier à l'apparence ordinaire qui porte sur sa couverture les mots « Death Note ». Case suivante. Light est dehors, il le ramasse et sur sa première page, il lit « La personne dont le nom est écrit sur ce cahier meurt ». C'est tout. Je trouve que les mangas sont par nature des genres pressés. Et celui-ci ne me fait pas mentir. En tout, il nous faut à peine quelques pages pour découvrir le protagoniste, le cahier, le dieu de la mort qui l'accompagne et qui s'appelle Ryuk, et surtout que Light est déjà passé à l'action. Il voulait voir si le cahier marchait vraiment, avec des criminels bien sûr, des types atroces qui méritaient la mort de toute façon. Ryuk, un peu à l'étroit dans cette chambre d'adolescent, et dont la laideur contraste avec la jeunesse de Light, sourit. Il semblerait bien qu'il ait choisi la bonne personne.
Alors à ce moment-là, Nicolas et moi, on était déjà bien accrochés. Mais dites-vous bien qu'avec Death Note, on n'est jamais au bout de ses surprises. Il faut dire que naturellement, les décès successifs et inexpliqués d'un certain nombre de grands criminels du monde ont au fait d'attirer l'attention des polices du monde entier, qui missionnent un personnage énigmatique, désigné sous le nom de L, pour enquêter. Il fallait au moins le plus grand enquêteur du monde pour arrêter ce qui se fait jour comme le plus grand tueur en série du monde. D'autant plus que sur Internet, qui commence à foisonner, rappelez-vous, nous sommes en 2003, de nombreuses voix se font entendre pour dire que la mort de ces criminels est plutôt une bonne nouvelle, que celui qui en est l'auteur mérite le respect, et que ses pouvoirs inexplicables valent qu'on le divinise sous le nom de Kira. Kira, c'est l'élu, c'est la justice descendue parmi les hommes pour nettoyer la terre du crime. La cellule d'enquête, dépêchée par Interpol et conduite par elle, est dans une position difficile. Qui donc les aidera à arrêter ce personnage presque divin? Et alors là, c'est le premier d'une série de coups de théâtre incroyables dans cette histoire. Rassurez-vous, je ne vous gâche pas grand-chose, on est à la fin du premier chapitre. On découvre que le commissaire japonais qui chapeaute la cellule d'enquête n'est autre que le propre père de Light Yagami. Regardez-moi cette page comme elle est belle. La contre-plongée, le père qui défait ses chaussures. C'est incroyable quand même. Le père ne se rend pas compte que le tueur qu'il recherche, c'est son propre fils. Oui, c'est vraiment bizarre. Quand le père rentre chez lui le soir, il dîne en face de celui qu'il recherche et qu'il craint, mais qu'il ne reconnaît pas. Le fils lui souhaite bonne nuit, il monte dans sa chambre en disant qu'il va se remettre à étudier, ce qui fait la fierté de son père, qui sait qu'il est le premier de sa classe. Il s'assoit à son bureau, il repousse les livres, il allume la télévision, et il se met à noter imperturbablement dans son carnet tous les noms des criminels qu'il voit défiler devant lui. Tout ça, son père ne le voit pas. Ce n'est pas normal. Vous pourriez croire que ce n'est qu'un lieu commun de polar, ces situations où l'enquêteur et l'enquêté se connaissent. Mais là, ça va beaucoup plus loin. Quel degré d'aveuglement y a-t-il dans les familles pour que le père ne perçoive pas la noirceur de l'âme de son fils ? Le fossé générationnel est tellement vertigineux qu'on s'est dit qu'il y avait sûrement, à l'époque de la parution des premiers tomes de Death Note, des ingrédients dans l'air. Et alors, on est parti à leur recherche. À quoi ça ressemble d'être un jeune adulte japonais au début des années 2000, aussi appelée la décennie perdue ? Depuis votre plus jeune âge, vous avez été mis en compétition avec les autres pour obtenir les meilleurs résultats. Vous avez vu votre père perdre son emploi pendant la crise économique de 1997. Vous avez assisté au retour du Parti conservateur au pouvoir et vous n'êtes plus tellement sûr que vous allez trouver du travail parce qu'on vous répète à longueur de journée que la croissance est en berne. Depuis la connexion Internet de chez vos parents, vous pouvez lire que le suicide est la première cause de mortalité chez les jeunes hommes. Pourtant, quand vous allumez la télévision, vous entendez que la réussite est plus importante que tout, qu'on acquiert le respect en ayant une maison, une famille, un emploi stable. Et même quand sur le chemin vers l'école, vous voulez vous changer les idées en feuilletant le Weekly Shonen Jump, le magazine de manga le plus vendu au Japon, on vous raconte l'histoire du destin incroyable de tel ou tel garçon qui, lui, s'est donné les moyens de réussir. En fait, au Japon, au tournant des années 2000, il flotte un parfum d'angoisse générale. Partout, on annonce que le taux de criminalité a terriblement augmenté et tout le monde soupçonne tout le monde. Les vieux disent que c'est la faute des jeunes, les jeunes disent que c'est la faute des étrangers. Et au beau milieu de tout ça, il y a la sortie du film Battle Royale. Vous savez, ce film situé dans un Japon dystopique, dans lequel chaque année, une classe de terminale est kidnappée et envoyée sur une île déserte pour s'entretuer sous le regard vengeur de leurs professeurs et des millions de téléspectateurs. Toute la société est ébranlée par ce film cathartique. On dit qu'il pousse au crime, à la rébellion. Il cause une controverse énorme, il est même interdit dans un paquet d'endroits. Avec le recul, on sait que le taux de criminalité était resté très faible, comme il l'a toujours été, l'un des plus faibles du monde. Il n'empêche, dans ce pays qui se vit au bord de l'explosion de rage, le Parlement est dissous. Les élections anticipées sont défavorables au gouvernement et le Japon entre en pleine crise politique. En fait, ce thème de l'insécurité, il sort pas de nulle part. À l'époque, le pays est secoué par le procès retentissant
de la secte Aum, de son gourou et de ses principaux disciples. Ils sont accusés d'avoir commis un certain nombre de crimes dans les années 90, mais surtout d'avoir perpétré le terrible attentat de 1995, dans lequel du gaz toxique a été libéré dans le métro de Tokyo, causant la mort de 13 personnes et en blessant des milliers. Il a fallu une enquête très médiatisée pour découvrir les responsables, qu'à vrai dire, les Japonais connaissaient bien. Le gourou était un habitué des plateaux de télévision. Il avait beau dire qu'il était Jésus et Bouddha à la fois, on l'invitait régulièrement, seul ou accompagné, et dans son grand habit blanc, son personnage charismatique attirait beaucoup d'attention. Il avait même présenté des candidats aux élections. Ce sont les médias qui lui ont donné une plateforme. Les mêmes qui relaient les faits divers à longueur de journée, tout en se plaignant de la lenteur du système judiciaire. Au fond, quand le premier numéro de Death Note paraît, en décembre 2003, un mois après les élections, il y a beaucoup de monde pour prêter l'oreille à l'idée que la peine de mort gagnerait à être appliquée avec un peu plus d'ardeur et de zèle. C'est que pendant toute cette crise, il y a une question qui revient. Que font les dieux de la mort? Les Shinigami, ces êtres qui appartiennent à la religion naturelle japonaise, qui sont censés régler le sort des vivants et des morts. On dirait bien qu'ils sont paresseux, qu'ils jouent aux osselets, qu'ils se tournent les pouces et qu'ils voudraient bien se divertir devant un bon spectacle. Par exemple, devant le spectacle d'un jeune lycéen à qui on confierait le pouvoir de rendre la justice. Qu'on s'entende bien, il n'y a pas tellement de corruption à l'œuvre. Light Yagami a déjà le cœur noir quand il trouve le Death Note. Il lui manque simplement les moyens. Le monde meilleur qu'il veut faire advenir n'est qu'une vaste blague. Et jusqu'à preuve du contraire, on ne lutte pas contre la criminalité en tuant les criminels. Au contraire, ça ne fait qu'augmenter le nombre de meurtres par an. Il ne discute jamais de ce que c'est qu'un crime. Il n'évoque jamais tout le panel de solutions financières, éducatives, hygiéniques et sociales dont on sait que ce sont elles qui font baisser la criminalité. Il ne souhaite pas un monde sans crime. Il souhaite un monde où il est le seul criminel. Ryuk sourit. Le spectacle est assuré. Moi, je le comprends, ce dieu de la mort. Comme disait je ne sais plus qui, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Mais s'il s'ennuie vraiment sur sa terre vaine, peut-être qu'il ferait mieux de se distraire en dévorant le nouveau numéro du Weekly Shonen Jump. Dans le Weekly Shonen Jump, on est sûr de trouver des histoires plus captivantes les unes que les autres. Comme le disait Bruno, c'est le magazine de manga le plus vendu au Japon. C'est là qu'on trouve les nouveaux épisodes des mangas les plus célèbres. One Piece, Naruto, Hunter x Hunter. Ça se présente comme ça. Un gros volume en papier recyclé. Ça s'achète pour 3 sous au combini du coin. Et quand vous l'avez terminé, vous pouvez le laisser sur le siège du métro parce que le premier businessman venu, lui aussi, aime lire des mangas. Mais en ce moment, nous sommes en 2003. Ça manque un peu d'originalité. La crise n'a pas épargné le Weekly Shonen Jump qui tire à 2 fois moins d'exemplaires qu'il y a 10 ans. Dans le numéro de décembre, où Death Note est en couverture pour la première fois, on trouve 19 chapitres inédits. Le chapitre 301 de One Piece, le chapitre 331 de Yu-Gi-Oh! Et le chapitre 1339 de Kochikame, un manga qui paraît depuis 30 ans. Le point commun de ces histoires, c'est la figure de l'outsider, du jeune héros qui triomphe de l'adversité, d'où la rupture avec Death Note. Light Yagami n'est pas un outsider, c'est le meilleur élève de sa génération. Et il vaut mieux qu'il ne triomphe pas de l'adversité, car son plan, pour lequel il fournit tant d'efforts, c'est de devenir le nouveau dieu d'un Japon purifié. On vous dit ça pour vous dire, imaginez le choc des lecteurs. C'est l'histoire avec un grand H qui entre avec fracas dans le divertissement. Alors qui est l'auteur de cette nouvelle histoire? Comme la plupart du temps, il y a 2 auteurs. Un scénariste, qu'on connaît seulement sous le pseudonyme de Tsukumi Oba, qui compose le script, et un dessinateur, Takeshi Obata, qui est chargé de le mettre en scène. Obata est un vétéran du manga de compétition. Sa précédente série était centrée sur le jeu de Go, et elle avait fait un carton en mettant en scène l'affrontement mental entre 2 joueurs qui se font face et qui ne doivent rien dévoiler. C'est ce qu'on retrouvera dans le duel entre Light et elle. Et tout ça, pour nous, lecteurs et lectrices d'Occident, ça résonne aussi très particulièrement avec Sherlock Holmes et Moriarty. À cet égard-là, moi, il y a quelques pages qui m'ont beaucoup marqué. Elles sont dans le 3e volume, sur 12. Light et elle se sont rencontrés très innocemment, ils font connaissance. Mais sous ces dehors très cordiaux, ils se soupçonnent l'un l'autre. Alors, a lieu entre eux un match de tennis. Ils sont toujours accompagnés par Ryuk, le dieu de la mort qui ne cesse jamais de rire
et qui ne cligne jamais des yeux. Ce match est vraiment captivant. J'adore la façon dont le dessin se met au service de l'histoire, tout en cherchant toujours à déborder. Regardez-moi cette intensité avec laquelle il tape dans la balle. On entend presque le son que ça fait. La tension progressive à mesure que chacun découvre la puissance de l'autre. Tous les élèves qui font cercle petit à petit autour des deux champions insoupçonnés. La rage de cet autre élève qui passait jusqu'à présent pour le meilleur. Et au milieu de tout ça, l'affrontement intellectuel. L'échafaudage minutieux des plans pour triompher. Regardez, on en vient à ne plus savoir tellement qui est en train de penser quoi. On devient nous-mêmes spectateurs de leur puissance absolument maîtrisée. Jusqu'au moment, il faut bien l'admettre, Elle et Light deviennent le miroir l'un de l'autre. Ils sont tous les deux faces d'une même pièce extra-humaine. Pour préparer cet épisode, on a discuté avec Pauline Croquet, qui travaille au journal Le Monde et qui écrit des articles passionnants sur les mangas. Elle nous a dit que le manga au Japon, c'est une industrie de divertissement, exactement comme Marvel ou comme Disney. Parler de manga, c'est parler de la pression éditoriale, du calibrage des histoires, c'est parler du tanto, cet homme de l'ombre de l'éditeur qui vous surveille en permanence et qui vérifie que vous êtes à l'heure. C'est parler du fait que chaque semaine, le scénariste et le dessinateur doivent rendre une 20aine de planches, ce qui est énorme. C'est-à-dire que ce que les BDastes franco-belges mettent environ 2 ans à produire, eux, ils ont 10 semaines pour le rendre. C'est parler du fait que l'éditeur envoie des questionnaires aux lecteurs pour que leurs réponses influencent le cours de votre histoire. Et c'est parler du fait que si votre histoire fonctionne, l'éditeur voudra qu'elle ne s'arrête jamais. Et qu'il faudra ensuite la décliner dans des spin-offs, des préquels, des séquels et tout le reste, pour le cinéma et pour la télévision. Mais au milieu de tout ça, Death Note arrive toujours à tirer son épingle du jeu. D'abord, l'animé est une merveille du genre, et j'invite tout le monde à le regarder. Mais le manga, en lui-même, est passionnant d'un bout à l'autre. Chaque chapitre est un cliffhanger. Que dis-je ? Chaque dernière case de la page est un cliffhanger. Dans des conditions de travail et de publication comme celle-là, créer des personnages aussi denses, aussi peu stéréotypés, dans une histoire aussi politiquement située, ça force le respect. Vous me direz si vous aussi, après avoir vu l'animé, vous entendez les cloches sonner. Et moi, je repenserai à cette grande planche où le fils n'est plus reconnu par son père et où l'intensité du dessin est tellement forte que vous ne remarquez même plus qu'il a dépassé hors du cadre et qu'il n'y a plus la place pour le numéro de page.